Hey, salut, je m'appelle Guillaume Boucher. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui revient souvent. Est-ce que les bandes élastiques fonctionnent vraiment pour construire du muscle? Donc, en ce moment, il y a beaucoup de gyms de fermés. Plein de personnes se tournent vers les bandes élastiques pour s'entraîner. Puis la question qui revient souvent, c'est est-ce que ça fonctionne pour bâtir du muscle? Donc, pour bien répondre à cette question-là, on va passer au travers de quelques concepts. Premièrement, je veux juste mentionner que ça dépend quel type de personne va les utiliser. Donc, il faut comprendre que les bandes élastiques vont fonctionner à 100% avec des débutants. En fait, tout fonctionne avec les débutants. Mais c'est plus quand on va passer à un stade intermédiaire avancé, est-ce que l'utilisation de bandes élastiques uniquement comme type d'entraînement va être efficace pour éliciter un gain en masse musculaire? Donc, pour bien répondre à cette question-là, on va commencer par expliquer comment un muscle fonctionne au niveau de la contraction. Donc, quand on regarde un muscle, donc ici, on a un muscle étiré, ici, on a un muscle qui est à mi-chemin, puis ici, on a un muscle qui est complètement contracté, OK? Donc, j'ai fait des beaux petits dessins. Il faut comprendre que selon la position du muscle, la longueur du muscle, la force que le muscle est capable de déployer n'est pas la même, OK? Donc, un muscle, quand il est complètement étiré, comme mon biceps ici, est très faible. Quand il est dans le centre de sa longueur, c'est là qu'il est le plus fort. Puis, quand il va être complètement raccourci, il va redevenir faible. OK? Puis, je vais vous expliquer ça en vous expliquant comment ça fonctionne un petit peu plus en détail au niveau de la fibre musculaire. Donc, quand on parle de l'actine et la myosine, qui est ce qui va créer, dans le fond, une contraction au niveau des muscles. Donc, ici, on a le filament de myosine, puis on a l'actine de chaque côté. Puis, de la manière que ça va fonctionner, c'est que il va y avoir un pont qui va se créer, si on veut, qui va créer une contraction, qui va créer un mouvement, dans le fond, entre l'actine et la myosine. Donc, c'est ça qu'on appelle la contraction musculaire, en fait. Donc, quand le muscle va être étiré, donc au niveau, à l'intérieur de la fibre, il va avoir moins de pont, il va avoir moins de surface de contact. Donc, le muscle peut créer moins de force dans cette position-là. Plus les deux vont se croiser, si on veut, à mi-chemin, c'est là qu'il va avoir le plus de surface de contact. Donc, c'est là que le muscle va être le plus fort. Puis, quand on va arriver à la fin de notre contraction, en fait, il va avoir ce qu'on appelle un overlap au niveau de l'actine. Puis, ce qui va créer une perte de force. Donc, on va devenir moins fort dans cette position-là. Donc, c'est pour ça que quand un muscle est étiré ou contracté, il est moins fort. Okay? C'est soit un manque de contact ou un overlap. Donc, ensuite, avec ce concept-là en tête, si on regarde un exercice, comme par exemple ici, j'ai pris le bicep curl comme exemple parce que c'est super facile à illustrer. Donc, à la fin du mouvement, le biceps est plus étiré. Dans le centre ici, il est à mi-chemin, donc c'est là qu'il est le plus fort. Et quand on arrive à la fin, le muscle est plus contracté. Donc, si on regarde attentivement, ça va être dans cette portion-ci que le muscle va être le plus de potentiel de force. Okay? Si on lève un dumbbell, ce qui arrive, c'est que la charge qu'on a est toujours la même du début à la fin. Donc, le poids est constant, mais ce qui va créer une différence au niveau de la tension réelle, ça va être ce qu'on appelle le bras de résistance. Parce qu'il faut comprendre que le dumbbell, c'est la gravité qui va essayer de l'amener vers le sol. Donc, l'axe de force va être directement perpendiculaire au sol dans cet exemple-ci. OK? Donc, si je regarde, c'est quoi le bras de résistance? Fait que si on regarde notre articulation et le centre du poids, si je regarde, dans le fond, l'axe de force, le bras de résistance, ça se trouve être la distance qu'on va avoir entre les deux. OK? C'est un principe de levier, dans le fond. Si on a un poids X ici et que c'est la gravité qui essaie de tirer le poids vers le sol, plus on va se distancer de notre point de notre articulation, plus la tension va être grande. Donc, si je regarde ici, encore une fois, là, notre fameux bras de résistance par rapport à l'axe de force, ben là, ici, il se trouve à être beaucoup plus grand.
Et quand on arrive à la fin, notre bras de résistance vient de rediminuer, mais pas tout à fait autant qu'au début. OK? Donc, on peut voir qu'au début, il y a moins de résistance. Dans le centre, il y en a énormément, puis à la fin, il y en a moins. Ce qui est quand même intéressant quand on pense que mon muscle, c'est dans le centre qui est le plus fort. OK? Donc, si je faisais une courbe au niveau du potentiel de créer de la force d'un muscle, ça aurait l'air de ça. Fait qu'ici, on a la longueur de la fibre. Ici, elle serait complètement raccourcie. Ici, elle serait complètement étirée. Ici, complètement raccourcie. Donc, ça serait très faible. Ça deviendrait très fort dans le milieu, puis ça deviendrait faible à la fin. Donc, ça, c'est le potentiel de force qu'un muscle a. Si on regarde le profil de résistance de cet exemple-ci, OK? Donc, d'un bicep curl, que ça va se trouver à être un poids libre qui va créer la tension à cause de la gravité. Ben là, si on regarde le profil de résistance de ce mouvement-là, on a une courbe qui est quand même similaire à celle-là, ce qui est super intéressant. Fait que ça veut dire que quand le muscle est moins fort, on va avoir moins de tension. Plus il va devenir fort, plus il va avoir de la tension, et à la fin, ça va diminuer. Ce qui permet d'avoir un bon stimuli tout le long du mouvement, ce qui est quand même intéressant. Idéalement, on voudrait le plus possible pouvoir appliquer une résistance qui a un profil qui vient matcher la courbe de force du muscle ou le potentiel de force de l'exercice. Parce que là, j'ai donné juste le bicep curl comme exemple. Il faut comprendre que c'est pas tous les exercices qui ont ce même profil-là. OK? Mais c'est juste pour donner un exemple. Là, si je pense à la bande résistante, à la bande élastique, pour revenir aux fameux élastiques, un élastique, c'est pas comme un poids libre. L'élastique, au début, il y a pratiquement aucune tension, et plus je tire dans l'élastique, plus il y en a, puis en fait, à la fin, quand l'élastique est presque étiré à son maximum, la tension devient de plus en plus grande, donc elle devient plus exponentielle, jusqu'à ce que l'élastique éclate. Donc, si on regarde le profil de résistance d'une bande élastique, c'est pas la gravité vraiment. La gravité va juste jouer un rôle pour appliquer de la force sur le membre qui bouge. Ici, la résistance va toujours aller en augmentant, ce qui est pas favorable pour plusieurs exercices. Donc, par exemple, pour un bicep curl, c'est pas très intéressant parce que si on regarde le profil ici, ben là, on aurait un profil qui ferait ça comme ça. Donc, à la fin du mouvement, on va avoir un gros problème. Dans le centre, où est-ce que le muscle est très fort, on n'a pas une résistance qui est souvent intéressante. Puis, à la fin, ça va devenir trop difficile. Donc, souvent, c'est que le muscle ici, quand il se trouve à être extrêmement fort, n'aura pas assez de tension. Mais ici, ça va être difficile de compléter le mouvement. Donc, et à la fin du mouvement, d'une bande élastique, il y a très, très peu de résistance au début du mouvement. Donc, on va avoir un stimuli qui se trouve à être très peu intéressant, surtout si on essaie d'aller chercher des plus basses répétitions. Donc, l'élastique, ça va dépendre vraiment de la méthode qu'on va utiliser, mais de manière générale, juste faire des séries straight, donc faire une série de 8, 10, 12 répétitions avec une bande élastique à l'échec, c'est très peu efficace pour bâtir du muscle. On peut utiliser d'autres méthodes pour créer un stress métabolique plus intense qui va devenir plus intéressant, mais de manière générale, les élastiques seuls sont pas très intéressants. En combinaison, ça peut être intéressant, mais seul, c'est moins intéressant. Où est-ce que ça devient extrêmement intéressant? Ça va être sur certains exercices qui ont un profil au niveau de la force qui va se trouver à être une courbe qu'on appelle ascendante. Donc,
plus on va monter dans l'exercice, plus on va être capable de générer de la force. Donc, par exemple, un squat, c'est un bel exemple. À la fin du mouvement, on est extrêmement fort. Mais si on regarde le bras de résistance, par exemple, d'un poids libre sur le squat, ben, en haut, on a très peu de résistance. Donc, d'ajouter des bandes élastiques sur ces types d'exercices-là, on va parler d'un squat ou un bench press, en plus d'un poids libre, ça devient extrêmement intéressant parce que ça va combler, si on veut, le gap qu'on a entre la courbe de force de l'exercice et le profil de résistance qui vient, dans le fond, de notre poids avec l'élastique en plus. Donc, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairci au niveau de comment que ça fonctionne, plus spécifiquement la contraction musculaire et de quelle manière une bande élastique, je trouve, à être plus sous-optimale pour le gain de masse musculaire si on l'utilise seul. Donc, merci beaucoup de votre écoute. Si vous voulez regarder plus de vidéos, n'oubliez pas de me suivre. Puis s'il vous plaît, partagez ça. Merci beaucoup.